Donc, je suis médecin, je viens d'arriver à Mayotte pour travailler à l'unité de maladies infectieuses et tropicales et notamment travailler avec l'équipe dynamique de la prise en charge des personnes séropositives pour le VIH. Et donc, ma présentation porte sur la PrEP. On a une double présentation et je pense vraiment qu'il faut que vous puissiez assister aux deux, puisque moi, ça va être sur plutôt l'efficacité de la PrEP. Qu'est-ce qu'on sait? Et puis le docteur Harvieux va vous parler des dernières recommandations, et donc la PrEP en pratique, à la fois des dernières recommandations de la PrEP, mais aussi du traitement post-exposition. Donc le mot déjà PrEP veut dire pré pour avant. Exposition, c'est une exposition, une activité qui peut conduire à une prise de risque de contracter une infection par le VIH. Et P, c'est une prophylaxie, donc un traitement préventif, comme on fait pour le paludisme, quand on va dans un pays où il y a du paludisme, ou dans d'autres mesures de prévention avant les opérations chirurgicales. Donc c'est vraiment un traitement pré-exposition. Donc c'est la prise d'un traitement antirétroviral chez une personne qui est séronégative pour le VIH, avant une exposition au VIH, pour prévenir l'infection. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait bien les définitions, parce que quand on regarde le nombre d'acronymes qui existent dans le VIH, vous avez la PrEP, le TASP, le TPE, l'AEV, tout ça, ce sont des acronymes pour des actions de prévention. Donc vous avez à gauche la PrEP, qui s'adresse à des personnes qui sont séronégatives pour le VIH, et c'est avant une prise de risque ou une exposition potentielle au VIH. Vous avez le traitement post-exposition. On en a un peu parlé ce matin, des difficultés de pouvoir avoir parfois accès à ce traitement post-exposition, qui s'adresse aussi à des personnes qui sont séronégatives pour le VIH, mais après une exposition potentielle au VIH. Et puis vous avez le traitement comme prévention, donc ça s'adresse aux personnes qui sont séropositives pour le VIH, mais comme vous l'avez vu, vous savez que le traitement permet d'obtenir une charge virale indétectable et que cette indétectabilité est associée à une non-transmission. Donc ça fait aussi partie de la prévention. On prend un traitement pour soi et on prend un traitement pour protéger les autres. Alors pourquoi cette prévention? Parce que la PrEP s'intègre dans ce qu'on appelle la prévention combinée. Donc c'est un ensemble de mesures, comme le TPE à gauche, comme la PrEP, on va en parler, comme le traitement comme prévention à droite, mais aussi comme la promotion, l'accessibilité aux préservatifs, l'accessibilité au dépistage. Et je me réjouis de savoir qu'il y a eu des traders formés il y a peu de temps, comme toutes les politiques de réduction des risques, comme par exemple l'échange des seringues, etc. Donc la PrEP, c'est un outil supplémentaire dans la prévention combinée, et donc ce n'est pas l'un ou l'autre, etc. Donc quand on posera la question de la PrEP à Mayotte, ça sera aussi quels sont les autres outils de la prévention combinée qui sont accessibles ou pas. Alors, pourquoi l'idée de la PrEP? C'est parce qu'on sait que l'arrivée des trithérapies a permis de permettre de traiter beaucoup de personnes, de pouvoir diminuer la transmission. Donc on s'est dit, si on traite tout le monde, on va arrêter l'épidémie du VIH. Mais malgré l'accès à ces ARV, malgré tous les efforts de sensibilisation qui ont existé, malgré l'utilisation des préservatifs, de la circoncision, de l'échange de seringues. Malgré tout ça, on a un nombre de nouvelles contaminations dans le monde qui reste très important, puisque même si on est passé de 2,5 millions à 1,3 million, ce nombre est très important. Et surtout, 2 fois sur 3, ces nouvelles infections surviennent dans les groupes à risque ou leurs partenaires, donc dans les populations cibles, les populations clés. Et donc c'est très important d'avoir cette notion de se dire que dans 2 fois sur 3, les nouvelles contaminations surviennent chez des groupes à risque, vulnérables, populations clés. Et donc l'idée était de savoir si on pouvait, en plus de tout ce qui existait, proposer un traitement préventif à ces groupes à risque. Est-ce qu'on pouvait proposer un traitement antirétroviral préventif pour éviter une infection? Donc plusieurs candidats ont été essayés, des monothérapies, des bithérapies. Il fallait trouver un traitement qui soit à la fois bien toléré, qui ait une bonne diffusion, notamment dans la sphère génitale, pour lequel on espère qu'il n'y aura pas trop de résistance, qui soit aussi accessible. Et le prix peut aussi être important, on en reparlera tout à l'heure. Et finalement, après plusieurs études, l'association ténophobie et remtricitabine a été testée avec succès. Donc je vais l'appeler Truvada maintenant, mais en fait, pour que ça soit plus simple, mais en fait, il y a beaucoup de génériques, mais c'est un peu comme les frigidaires. Le premier prend le nom au lieu de réfrigérateur, donc je vais vous dire Truvada.
Donc il y a eu des études qui ont été faites chez le macaque avec des expositions rectales par semaine. Avec des seringues, on envoyait du virus. Et puis on a fait plusieurs schémas thérapeutiques en donnant une bithérapie tous les 3 jours, tous les 7 jours. Et puis je vous ai mis le groupe. Et chaque semaine, on infectait le singe. Et on voyait au bout de combien de semaines les singes étaient infectés. Et dans le groupe qui recevait un traitement plus de 2 heures avant l'injection intrarectale du virus, et 22 heures après, donc un traitement toutes les 24 heures, avec quand même une première prise à plus de 2 heures, on voyait que les singes n'étaient pas infectés. Donc l'étude chez le singe ayant montré une efficacité, elle a été faite chez l'homme, et je vous ai simplement mis la première étude, parce qu'elle est assez princeps, donc, qui a été faite aux États-Unis, chez 2500 homosexuels et transgenres, et on a fait une étude Truvada versus placebo, double aveugle, et on les a suivis, ces 2500 personnes, pendant un peu plus d'1 an. Et vous voyez que dans le groupe qui avait reçu le Truvada, il y a eu 36 infections, donc sur 1250 personnes, au bout d'1 an, alors que dans le groupe placebo, il y a eu 64 infections, ce qui a dit au début que l'efficacité de la PrEP était que de 44%. Mais si on se basait sur la déclaration de la prise des traitements par les participants, on voyait que ceux qui disaient avoir bien pris la PrEP, l'efficacité était à 70%. Et si on faisait des dosages aléatoires du Truvada dans le sang, on s'apercevait que chez ceux qui avaient un dosage du Truvada correct, l'efficacité était à 90%. Parce que la PrEP dépend surtout de l'observance. Ça, c'est très important. C'est un peu comme la pilule. Ça ne marche que si on la prend. La PrEP, c'est la même chose. Et juste dans cette étude, juste pour vous montrer que c'était des personnes très à risque, donc c'était des hommes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes, un nombre de partenaires assez important, 18 plus ou moins 35 dans les 3 derniers mois, 60% de relations anales non protégées. Et l'intérêt aussi de cette étude et de la PrEP en général, c'est le suivi qui accompagne la prescription. Dans cette étude, ce suivi était mensuel, donc on traitait toutes les IST. Si les personnes avaient eu une exposition avec une personne séropositive, elles bénéficiaient en plus d'un traitement post-exposition. On les vaccinait pour l'hépatite B et l'hépatite A. Et ce que cette étude avait aussi montré, c'est qu'il y avait une diminution du nombre de relations anales réceptives et une augmentation de l'usage des préservatifs, c'est-à-dire que finalement, le contact avec des équipes soignantes avait un peu modifié les pratiques. Alors cette diapositive est la plus chargée, donc je vais essayer de vous dire les choses essentielles. À gauche, vous avez le nom des études. Vous avez les 3 premières lignes, PROUD, puis une étude qui est faite au Botswana, puis une étude Hypergay, qui sont des études qui ont comparé la PrEP Truvada versus placebo. Dans la première étude qui est faite en Angleterre, c'était un traitement continu. Donc les participants prenaient tous les jours un comprimé de Truvada, la moitié du placebo, la moitié du Truvada. Les personnes étaient considérées comme assez bonnes observantes, vous voyez, 86%. Et il y a eu 9 fois plus de contamination dans le groupe placebo que dans le groupe Truvada. C'était chez des hommes qui avaient des relations sexuelles avec les hommes. Cette étude a été interrompue après le comité indépendant, puisque la différence était telle qu'on ne pouvait pas se permettre de façon éthique de continuer un traitement avec un placebo. La deuxième faite au Botswana, au moment de l'étude, la séroprévalence au Botswana était de 17%, donc 17% de la population était séropositive pour le VIH. Donc cette étude a été faite chez des femmes et chez des hommes, comparant aussi le Truvada à un placebo, suivi pendant 1 an, avec une bonne observance. Et là, il y a une réduction par 3 du nombre de contaminations sous Truvada par rapport au placebo. La 3e étude, elle est française. Elle est découlée d'études qui avaient été faites chez singes qui montraient qu'un traitement discontinu, au coup par coup, était aussi efficace qu'un traitement continu. Donc, cette étude a permis de tester 400 hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes. Et au lieu de leur proposer le Truvada tous les jours, on leur proposait de prendre le Truvada, 2 comprimés plus de 2 heures avant l'éventuelle prise de risque, un comprimé le lendemain, un comprimé le surlendemain. Le docteur Arrivieux vous reparlera en détail des recommandations, mais c'était un traitement au coup par coup. Si on sortait le samedi soir, le samedi matin, on prenait 2 comprimés, le dimanche, un comprimé, le lundi, un comprimé. Et cette étude a montré que là aussi, il y avait une diminution très importante de la contamination, puisque vous voyez que dans le groupe traité en discontinu, le taux
d'incidence de nouvelles contaminations par an était de 0,9%, alors que dans le groupe placebo, c'était de 6,6%. Les deux dernières études en bas sont non pas des études versus placebo, mais des cohortes. Donc c'est assez intéressant, puisque là, on suit un peu dans la vraie vie. L'étude Prévenir, qui est une étude qui a commencé en 2017 et qui inclut 3000 hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, essentiellement dans Paris et la région PACA. La moitié prenait un traitement continu, la moitié un traitement discontinu. C'était à l'appréciation des participants et de leurs médecins. Actuellement, on est à près de plus de 3 ans, je crois. Elle est repoussée à 5 ans. On voit que dans le traitement continu, finalement, l'observance est meilleure, 91%, que dans le traitement discontinu. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, est d'environ 1 pour 1000. Donc quelqu'un qui prend actuellement la PrEP, qui fait partie d'un groupe à risque, a un risque de 1 pour 1000 d'être contaminé, versus des pourcentages autour de 6 ou 9%. Et l'Australie, la dernière ligne, c'est une cohorte. L'Australie a été assez précurseur dans l'utilisation de la PrEP. Donc ils ont une grosse cohorte de 9596 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Actuellement, on a des résultats à 1 an sur un suivi à 3 ans, à partir de... Voilà, et on voit que là aussi, l'incidence, elle est de 1,6 pour 1000. Alors, de façon plus claire, si on prend 1000 personnes qui font partie d'une population à risque, qu'on les suit pendant 1 an, si elles ne prennent pas la PrEP, il y aura, selon les études, entre 30 et 90 contaminations. Si la personne prend la PrEP, il y aura une contamination pour 1000 par an. Donc la PrEP a une efficacité de plus de 97%. Alors là, je vous ai parlé de la PrEP orale, avec le Truvada. Je voulais vous dire un petit mot sur la PrEP injectable. Donc il y a 2 études, HPTN 083, qui est faite chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et des transgenres, et l'étude 084, qui est faite chez des hommes. Donc la première étude est faite, elle n'est pas faite en Europe, mais dans 7 pays. Et là, on compare finalement la PrEP qu'on connaissait, le Truvada, versus une monothérapie par cabotegravir, qui est un médicament qui est utilisé dans la prise en charge des personnes séropositives pour le VIH. C'est en injectable, c'est en IM. C'est une injection qu'on fait tous les 2 mois après une dose de charge d'1 mois. Et là, dans cette étude, on s'est aperçu que le traitement injectable était aussi efficace, voire plus efficace que le traitement oral, mais probablement plus efficace du fait de l'observance. Parce que là aussi, quand on voit les personnes tous les 2 mois et qu'on fait une injection, on sait que la personne a reçu le traitement. La deuxième étude faite chez les femmes, c'est exactement la même méthodologie, comprimé versus injectable tous les 2 mois en intramusculaire, en Afrique subsaharienne, essentiellement anglophone. Et là aussi, l'efficacité est beaucoup plus importante par le cabotegravir, mais on s'aperçoit que l'observance du Truvada n'est que de 42%, puisque ça montre la difficulté de pouvoir prendre un traitement tous les jours par rapport à une injection tous les 2 mois. Le traitement a été globalement, le traitement injectable, bien supporté. Il faut sûrement surveiller la prise de poids, mais qui était modérée dans ces études. Enfin, dans les injectables, il y a un autre médicament qui est également utilisé dans la prise en charge des personnes séropositives pour le VIH qui sont souvent multirésistance, qui est le lenacapavir, qui est un traitement qui se fait en sous-cutané, au niveau intra-abdominal. C'est 2 injections, avec une petite dose d'attaque en comprimé au début, et qui se fait tous les 6 mois. Donc c'est une molécule très intéressante du fait de sa longue demi-vie, qu'on utilise déjà, qui est déjà commercialisée en France chez les personnes en multi-échec. Et il y a une étude pour laquelle on a des résultats qui ont été un peu annoncés par le laboratoire avant même les études, et qui ont été représentés cet été, qui montrent que le lenacapavir, avec peu de recul, on n'a pas encore 2, 3, 4 ans de suivi, mais dans le groupe lenacapavir injectable, il y a eu 0 infection, alors que dans les groupes Truvada ou Truvada allégé, il y a eu 39 et 19 infections. Donc sous ce traitement, à ce jour, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de séroconversion. Donc c'est un traitement sûrement qui est en cours d'étude maintenant, qui se développe. Les études se font actuellement en Europe et ailleurs. Le petit schéma à droite, l'histogramme de couleur, c'est pour vous montrer qu'en bleu, c'est la prise de
de tenofovir en comprimé. Et puis, plus on avance dans le temps, globalement, moins on le prend. Là, je vous ai mis une diapositive pour vous dire qu'il existe aussi dans les traitements pré-exposition l'anneau vaginal avec la dapivirine, qui est un analogue non nucléosidique, qui n'est pas recommandé puisque l'efficacité est faible, mais qui est quand même utilisé, notamment en Afrique du Sud ou dans certains pays d'Afrique anglophone, et qui, pour l'OMS, est recommandé dans les endroits où d'autres modes de PrEP ne sont pas possibles. Donc la législation française, il suffit de regarder la dernière ligne, la PrEP peut être prescrite par tout médecin. Pas besoin d'être infectiologue hospitalier. Alors, ce qui est important, je vous ai dit au départ, c'est que 2 tiers des nouvelles infections surviennent chez des personnes à risque. Et donc, qui sont ces personnes à risque? Et ça, probablement, ça doit être différent d'un endroit à l'autre du monde. Globalement, ce sont toutes les personnes qui sont vulnérables pour l'infection par le VIH. J'ai ouvert une porte ouverte. Donc, en fonction de cette vulnérabilité, de leur situation sociale, contexte de vie, plus particulièrement les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, travailleurs, travailleuses du sexe, usagers de drogues intraveineux, transgenres, détenus. En fait, toute personne séronégative qui prend des risques substantiels sont des bons candidats. Donc, ce que je vous avais dit, c'est vraiment important de se dire que la PrEP est d'autant plus efficace, bien entendu, qu'elle s'adresse à des personnes à risque. Sinon, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors ça, c'est un site, Data PrEP Watch, qui montre le nombre de pays et de personnes qui reçoivent la PrEP. L'Australie était vraiment un pays pionnier, mais vous voyez, il y a plus de 6 millions de personnes début 2024. Là, c'est juste en vert pour vous montrer les pays où on utilise l'anneau vaginal. Pas beaucoup d'endroits. Alors, ça, c'était de savoir l'efficacité de la PrEP. Une fois qu'on a parlé de PrEP, est-ce que ça a un impact vraiment sur l'épidémie? Donc là, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais je vous ai montré celui de l'Australie, puisque je vous avais dit qu'ils étaient pionniers. Vous voyez en petit carré rouge où il y a marqué PrEP. En bleu, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. En rouge, c'est les hétérosexuels, etc. Et vous voyez que l'épidémie ne change pas dans les autres groupes à risque, mais change dans la courbe bleue à partir du moment où la PrEP est introduite. Donc la PrEP, là, dans ce groupe, a une efficacité probablement sur les nouvelles infections. Et on retrouve la même chose sur les données françaises, dans le BEH publié entre 2012 et 2022. En rouge, ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et vous voyez que l'épidémie dans ce groupe à risque diminue, alors qu'elle est un peu plus stable ailleurs. Sur les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger, il y a peut-être eu un effet Covid. Mais en tout cas, pour les hommes, on voit que la PrEP a sûrement un effet sur l'incidence dans le groupe HSH. Est-ce que la PrEP invite à la débauche et augmente les autres infections sexuellement transmissibles? Ça c'est la morale. Donc, il y a peu de données, pour être honnête. Ce que je peux vous montrer sur ces courbes un peu anciennes, c'est que le nombre des IST avait augmenté à partir du moment des années 2000, alors que la PrEP date d'il y a moins de 10 ans, 9 ans. Donc vous voyez que les IST augmentaient bien avant l'arrivée de la PrEP. Dans l'étude Prévenir, qui est cette cohorte française qui suit 3000 personnes, hommes, donc cette cohorte hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, on voit qu'en rouge, globalement, le nombre d'IST a augmenté. Mais en fait, quand on voit un peu avec les promoteurs de l'étude, on a l'impression que chez 80% des personnes qui étaient sous PrEP, le nombre d'IST a baissé, alors que chez 20%, le nombre a beaucoup augmenté, que c'est ce 20% qui a probablement fait augmenter le chiffre global. Il y a à gauche 2 études que j'ai retrouvées plus récentes, toujours les Australiens, qui ont suivi de 22 000 hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes de 2016 à 2019. Alors il faut me croire, mais globalement, toutes les IST ont baissé à partir de 6 mois après l'introduction de la PrEP. Et en Allemagne, qui a un effectif plus petit, 4600 PrEPeurs, suivis pendant 1 an et demi, là aussi il y a une diminution de toutes les IST, mais l'étude ayant été faite pendant le Covid, il y a peut-être une part liée, confondante du fait du Covid. Voilà, donc je vais passer sur ça. Donc la question, avant de parler de PrEP, c'est de se dire est-ce qu'on a accès à tout aussi à Mayotte, le préservatif, le dépistage, la réduction des risques, le TPE, le TASP. Je pense qu'il faut agir sur tous les paramètres de
de l'éventail. Ça, c'était pour vous montrer dans le métro parisien, quand la PrEP s'est développée, qu'il y avait des publicités tout public. Et donc, la question que je me pose pour Mayotte, c'est comment on peut faire le repérage des populations clés, là où l'incidence du VIH est supérieure à 3%, comment les atteindre, les convaincre, les aider. En conclusion, la PrEP s'adresse à des personnes séronégatives, c'est un outil supplémentaire de prévention, ça s'adresse à des personnes à risque, c'est très efficace, mais bien entendu, ça dépend de l'observance. Et donc, c'est l'affaire de tous, comme on dit. Donc, les CGID, les associations, les médecins de ville, les pharmaciens. J'avais envie, après avoir tout entendu, de dire aussi la PAF, parce que j'ai l'impression qu'il faut que la PAF nous aide pour peut-être mettre la PrEP ou dépister. Voilà, donc je vous remercie. C'est l'année des Jeux Olympiques, alors à vos marques PrEP, partez. Maharabha.